D'accord, donc en fait, le thème de la présentation, c'est donc comment prioriser les demandes urgentes en période de crise grâce au NLP. Donc, je me présente, Tom Stringer. Je suis data scientist confirmé chez Quantmetry. Et j'ai travaillé sur des problématiques de mail entrant chez plusieurs clients. Et j'ai notamment développé Mailusine, une librairie Python de traitement d'email en langue française. Et voici Sang-Gun Yoon, qui est également data scientist confirmé chez Quantmetry et qui a travaillé également sur l'émission de NLP. Alors non, en fait. Alors voilà, j'allais. Ok, d'accord, très bien. Donc en fait, je vais attendre. Donc alors, Est-ce que ça... Non. Alors en fait, le NLP, c'est le Natural Language Processing. Donc en fait, c'est l'intelligence artificielle appliquée au traitement du langage. En français, c'est le traitement automatique du langage, ou TAL. Donc on va utiliser les termes NLP, TAL de manière interchangeable. Donc je vais d'abord vous présenter très rapidement Quantmetry. Excusez-moi, j'ai l'impression que le... C'est moi. Alors, Quantmetry est un cabinet de conseil spécialisé en data science et intelligence artificielle. C'est vraiment notre cœur de métier. Et notre offre de valeur, c'est d'accompagner nos clients dans la valorisation de leurs données de bout en bout, donc du cadrage à l'industrialisation, en passant par la phase de modélisation. Et l'un de nos axes forts, c'est notre côté expert avec un investissement fort dans la R&D en interne pour pouvoir maîtriser les dernières techniques à l'état de l'art. Alors, donc voilà, donc le NLP, qu'est-ce que le NLP et pourquoi on s'intéresse au NLP aujourd'hui? Donc le NLP, c'est l'intelligence artificielle appliquée au traitement du langage. Et en fait, le NLP vit actuellement une révolution fonctionnelle. Alors, selon 3 axes. En fait, depuis les dernières années, il y a eu une explosion des données textuelles mises à disposition pour entraîner les modèles. Donc avec Wikipédia, des datasets comme Glue, etc. Et notamment, il y a des corpus français disponibles pour entraîner nos modèles, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a également une révolution technologique, drivée par les GAFA notamment, avec par exemple les TPU de Google pour entraîner les réseaux de neurones. Et enfin, il y a une recherche qui est actuellement hyper active, avec des changements de paradigme chaque année quasiment en ce moment. Et par exemple, si vous devez retenir un chiffre, c'est l'année dernière plus de 75% de soumissions à l'ACL, avec l'ACL qui est la mecque de la recherche en NLP. Et en fait, donc avec les GAFA et une recherche hyperactive, il y a vraiment un état de l'art en NLP qui évolue extrêmement vite. Et il est vraiment important en fait, donc, de maîtriser ces nouvelles technologies en fait, qui peuvent s'appliquer à différents cas d'usage et qui sont en très forte croissance et à très haute valeur ajoutée. Donc par exemple, on peut citer le traitement des contacts entrants, des messages entrants, ce qui est le thème de la présentation d'aujourd'hui. Par exemple, il y a la détection de thèmes, donc comment avec un modèle d'IA reconnaître le thème d'un corpus de texte. On peut faire du résumé automatique également, la structuration d'informations, donc récupérer dans un texte des entités nommées par exemple et les lier entre elles pour pouvoir créer des bases de données. Et on peut également concevoir des chatbots. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui également, c'est la relation client en période de crise. Donc, en fait, dans le contexte du Covid, le flux nominal de messages entrants est très tendu avec l'apparition d'une nouvelle typologie de messages. Donc, les messages par exemple qui traitent de Covid. Et également une explosion donc, de la volumétrie de ces messages. Donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir, parmi l'explosion des messages entrants, réussir à détecter les messages qui sont urgents ou non pour pouvoir les traiter le plus rapidement possible. Et toute la problématique, c'est comment réussir
à intégrer donc ces moteurs de détection d'urgence au sein d'un processus déjà existant. Donc en fait, l'objectif de cette présentation, c'est dans un premier temps de vous expliquer, enfin vous donner notre conviction que l'intelligence artificielle permet de mieux gérer la relation client. En fait, grâce au NLP, nous pouvons en fait améliorer donc la détection de ces messages urgents. Et comment en fait, dans un troisième temps, grâce à l'état de l'art, nous pouvons améliorer en fait ces modèles de détection de messages urgents. Donc maintenant, je vais donner la parole à Sangoon. Vous m'entendez bien? Avant de voir comment atteindre ces objectifs que Tom a listés tout à l'heure, on va d'abord s'aligner tous ensemble. Est-ce que c'est quoi un processus de traitement des contacts entrants? Pardon. Là, ici, on a illustré en fait 12 situations. D'abord, la première situation où c'est la situation habituelle. Donc aujourd'hui, chaque entreprise a normalement une boîte générique qui est sous le format de contact @ le nom de l'entreprise.fr. Et donc dans cette boîte mail, en fait, on reçoit plein de demandes de clients. Et une fois qu'on les a reçues, c'est soit les opérateurs qui les traitent manuellement, donc les personnes humaines, soit un algorithme, donc on va dire assez simple, qui permet justement de router en fait ces messages-là dans chaque entité qui est pertinente de répondre en fait aux demandes. Le problème, c'est que dans un contexte de crise, avec un afflux de demandes, c'est très difficile de traiter ainsi les messages, puisque déjà le nombre d'opérateurs manuels ne scale pas. Parce qu'on ne peut pas recruter 1000 personnes demain, c'est parce qu'on a beaucoup de demandes. Ou encore, l'algorithme, comme il est assez simple, il ne peut pas reconnaître que c'est une demande à prioriser ou pas. Donc l'idée, c'est que nous, on propose justement une approche complémentaire. Donc c'est ce qu'on a déjà fait et que nous aimerions partager en fait nos expériences sur ça. On ajoute en fait une approche complémentaire justement pour prioriser ces demandes-là en ajoutant une brique supplémentaire comme on voit dans le schéma. Donc comment on fait ça et c'est quoi ce moteur? Finalement, il marche pas très bien. Finalement, en fait, ce moteur de routage, il aura deux fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité, c'est de classifier est-ce que c'est une demande urgente ou pas. Donc il va flaguer entre 1 et 0, donc ça c'est assez simple. Et une fois qu'on aura flagué, on va essayer d'affecter prioritairement en fait, ces demandes soit aux opérateurs manuels, soit à l'algorithme qui est déjà mis en place. Le problème, c'est que comme on est dans un contexte de crise, il faudrait le développer assez rapidement dans un délai assez court. Donc il faut qu'il soit fonctionnel et qu'il soit intégré au processus déjà existant en fait, dans les entreprises dans les meilleurs délais. Donc notre objectif, c'est ça. Comment développer efficacement, de manière optimale, ce moteur de routage d'urgence. Donc là, il y aura trois étapes principales qui va s'en suivre. Donc la première étape, c'est quoi? C'est définir la notion d'urgence. Ça, je vais rentrer en détail un peu plus justement tout à l'heure. Après, une fois qu'on aura défini la notion d'urgence, il faut implémenter notre premier moteur de routage. Donc assez rapidement, il faut qu'il soit fonctionnel bien évidemment et intégré au processus existant. Et une fois qu'on aura développé ce premier moteur de routage, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'optimiser en fait ce modèle grâce à de l'IA, grâce aux techniques de NLP. Donc regardons tous ensemble comment construire ce premier moteur de routage. Donc normalement, on voit tout de suite le gros schéma à droite, mais donc ça c'est en fait les étapes principales de la construction de notre premier moteur. Par contre, avant de procéder à cette construction finalement, on doit avoir une étape en fait initiale 0 qui est la définition de la notion d'urgence. Pourquoi? Parce qu'en fait finalement, il faudra, comme nous on va traiter les algorithmes, on va parler aux algorithmes,
il faudrait en fait traduire cette définition de la notion d'urgence en format numérique. Donc il faudrait les traduire et surtout que cette définition va finalement impacter directement la performance de notre algorithme. Donc il faut c'est une étape initiale qui est vraiment, vraiment importante. Donc je vais vous dire pourquoi ça va affecter directement la performance. Imaginons deux cas. D'abord le premier cas où la définition de la notion d'urgence elle est trop générale. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y aura trop de messages qui seront considérés à tort comme urgents, alors que ce n'est pas le cas. Donc comme on voit dans le schéma, par exemple, l'enveloppe en gris, donc priorisée, alors que ce n'est pas urgent. On peut avoir un autre cas, c'est quoi? C'est si la définition elle est trop stricte, qu'est-ce qui se passe? Il y aura trop peu de demandes en fait, qui seront identifiées comme prioritaires. Donc là, ça va poser un problème parce que notre but, c'est aussi de traiter le maximum de demandes urgentes possibles. Donc comme on voit dans le schéma avec l'enveloppe en orange. Voilà. Donc dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe? La mauvaise définition va pénaliser directement la performance de notre premier moteur de routage et donc va pénaliser le traitement des demandes urgentes. Donc il faut faire attention. Ok, donc on sait qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut bien la définir. Pour la bien définir, déjà il faudrait faire passer par les ateliers avec les métiers. Donc il faut déterminer le thème et le périmètre de la notion d'urgence justement de manière très précise et très concise, donc en passant par les workshops. Et donc par exemple lister les événements qui font référence au contexte de crise. Donc par exemple on peut parler de Covid-19 par exemple pour certaines entreprises ou d'autres événements spéciaux. Et une fois qu'on aura bien défini tous ensemble et qu'on soit aligné sur cette définition, qu'est-ce qu'on fait? On essaie justement de la qualifier en labellisant les données. Labelliser, c'est préparer les données justement pour les algorithmes, justement pour qu'on puisse développer après cet algorithme depuis ces données labellisées là. Donc pour ça, nous, ce qu'on fait, c'est quoi? On essaie de préconiser l'utilisation, par exemple, d'une solution qui est open source et qui est déployable très facilement, qui s'appelle Docano. Donc il est disponible, n'importe qui peut l'utiliser. Et pourquoi cet outil-là? Il y a deux raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'on peut labelliser les données de façon collaborative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut labelliser les données. Donc, ce sont des tâches assez répétitives qui permettent justement ce sont des tâches assez répétitives, donc il faut être assez nombreux justement pour effectuer ça, pour procéder à cette labellisation. Collaboratif parce qu'on peut labelliser tous en même temps ou pas à plusieurs, donc c'est vraiment très pratique. Et une fois, donc la douzième atout, c'est quoi? C'est qu'on peut labelliser à distance. Donc aujourd'hui, comme dans le contexte d'aujourd'hui, là le télétravail devient de plus en plus usuel, donc c'est possible aussi de labelliser à la maison. Donc les métiers peuvent continuer à contribuer au projet en labellisant les données. Donc pour être un peu plus concret, qu'est-ce que ça veut dire labelliser? Finalement, c'est juste ça, comme on voit dans l'interface graphique ici. Dans ce message-là, il y a le message « Bonjour, à cause de Covid-19, j'ai besoin de mon attestation le plus vite possible. » Oui. Ok. D'accord. Ok. Le plus tôt possible. Pourriez-vous me l'envoyer? Il faudrait surligner les mots-clés ou les formulations qui font référence à la notion d'urgence. C'est ça la labellisation, tout simplement. Donc une fois qu'on aura labellisé les données sont prêtes, on peut passer à la construction de notre modèle. Et on conseille également cet outil parce que justement, en travaillant avec cet outil-là, on a réussi à aller plus loin, donc à avoir des fonctionnalités un peu plus complexes. Par exemple, Active Learning ou encore de auto-labelling, donc qui permet justement de réduire encore les tâches qui deviennent assez répétitives vraiment à la fin. Donc voilà. Une fois qu'on aura bien défini la notion d'urgence, on passe à la construction qui se passe en 4 étapes principales. Donc la première étape, c'est la structuration des emails. Qu'est-ce que ça veut dire? On essaye d'isoler la partie qui nous intéresse dans le mail, parce que peut-être il y a les salutations qui ne nous intéressent pas ou les formes de politesse qui ne nous intéressent pas.
Une fois qu'on aura isolé en fait la partie qui nous intéresse, on va travailler ce corpus de texte. Donc la deuxième étape, c'est de la nettoyer. Et puis une fois qu'on aura nettoyé, on crée notre premier modèle de routage d'urgence. Voilà. Et à la fin, on fait des itérations en échangeant avec les métiers justement pour pouvoir optimiser grâce aux techniques un peu plus complexes, un peu plus sophistiquées. Si je rentre un peu en détail, la première étape, c'est vraiment, concrètement, c'est quoi? La structuration d'email, c'est ça. Aujourd'hui, on a un mail comme ça. Bonjour, veuillez trouver ci-joint le mandat signé, merci, nanana. On essaie justement de décomposer chaque partie et de les labelliser en fait, tout simplement. D'abord il y a la salutation, il y a le corps du mail, et puis il y a les remerciements, la formule de politesse, etc. Donc une fois qu'on aura isolé la partie qui nous intéresse, donc par exemple ici c'est le corps du mail, on passe au nettoyage des données. Donc on essaye justement de faire passer des étapes assez basiques. Donc là je vous en ai listé quelques-unes. Donc par exemple, supprimer les mots trop rares, supprimer des chaînes de caractères qui sont insignifiants, ou encore uniformisation du texte, associer chaque mot à son origine, à son racine, justement pour pouvoir minimiser l'introduction d'erreurs en fait, dans l'algorithme. Parce que peut-être qu'il y aura peut-être des erreurs dans les textes, etc. Donc une fois qu'on aura nettoyé ces textes-là, qu'est-ce qui se passe ? On a tous les éléments justement pour développer notre premier moteur de routage d'urgence. Pourquoi? Parce que déjà, le texte il est clean, on a isolé le texte qu'on veut, et surtout que dans l'étape initiale, on avait labellisé en fait les données. Donc ça veut dire qu'on a déjà une liste de mots-clés qui font référence à l'urgence, ou encore les formulations qui font référence à l'urgence. Donc grâce à cet ensemble de mots-clés et de formulations, on peut créer ce qu'on appelle un regex. Un regex, c'est quoi? C'est Regular Expressions. En fait, c'est un objet qui permet justement de détecter ces mots-clés ou ces formulations-là dans le code. Donc on va créer ces regex, justement, qui définissent la notion d'urgence. Et grâce à ça, on pourra taguer en fait, les emails directement. Est-ce que c'est une demande à prioriser ou pas? Bien évidemment, c'est un modèle assez simple et ça peut être assez rigide également, mais ça, c'est Tom qui va en détailler un peu plus dans la suite. On a maintenant un premier moteur de détection de messages urgents. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'améliorer en fait et de voir pourquoi il faut l'améliorer. Donc en fait, ce premier moteur de routage, il est pratique parce qu'il est précis. En soi, on va juste chercher à détecter des mots-clés. Donc s'il y a le mot coronavirus, Covid-19 ou n'importe quel mot-clé qui définit votre urgence, vous allez détecter votre message. Sa mise en œuvre est également très rapide. Vous avez un moteur de détection d'urgence en une semaine. Par contre, le problème, c'est que ce modèle est très rigide et peu adaptatif. Donc, par exemple, si on vous envoie un message qui est urgent mais qui n'utilise aucun des mots-clés que vous avez définis, le message ne va pas être détecté. De la même manière, un message, par exemple, c'est le message en bas à droite. C'est un message qu'on voit qu'il est urgent, mais il n'y a pas vraiment de mots qui déterminent cette notion d'urgence. Par ailleurs, un message urgent aura peut-être une tonalité de l'ordre de la crainte ou de la colère. Un modèle qui détecte juste des mots-clés ne va pas repérer cette subtilité-là. Donc en fait, on voit que ce modèle va passer à côté de beaucoup de messages urgents et aura donc ce qu'on appelle un rappel très faible. Donc là maintenant, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir améliorer ce rappel par itération. Donc une première suggestion, en fait, c'est d'ajouter les métadonnées de votre message dans votre modèle de détection d'urgence. Donc en fait, un message, généralement, il ne vient pas seul. Il sera accompagné d'une heure d'envoi,
d'informations sur l'expéditeur. Si c'est un mail, de l'extension de l'adresse email. Il peut y avoir des pièces jointes également. Donc en fait, en prenant en compte ces données supplémentaires, on peut mieux caractériser la notion d'urgence. Par exemple, un exemple assez basique, c'est si par exemple un assureur reçoit un mail à 3 heures du matin, c'est peut-être qu'il y a eu un sinistre. Et donc là, en fait, la notion d'urgence est contenue dans l'heure d'envoi du message. Et en fait, en retour d'expérience, chez nos clients, on voit en prenant en compte ces métadonnées au sein de notre modèle de classification, on arrive à gagner de nombreux points de précision et de rappel. Une deuxième suggestion, c'est donc d'ajouter une brique d'analyse de tonalité. Donc j'avais expliqué, un message urgent aura sûrement un sentiment d'inquiétude, de crainte ou de colère. Et en fait, il y a de nombreuses librairies en ligne que vous pouvez utiliser directement disponibles sur étagère qui permettent en fait de sortir des scores binaires par exemple de positivité ou de négativité pour pouvoir en fait plugger ce score à votre modèle de classification et de détection d'urgence. Et si vous voulez aller plus loin dans les nuances, vous pouvez entraîner votre propre modèle d'analyse de tonalité, mais ce qui nécessite également une phase donc, de labellisation qui a été décrite par Sangoon. Et enfin, en fait, une dernière suggestion, et probablement la plus importante, c'est l'utilisation de modèles donc, plus complexes et qui se basent sur des représentations riches du texte. Pour le moment, se baser uniquement sur des modèles qui détectent des mots-clés, ce qui est très basique, mais très rapide à implémenter. Et là, en fait, par itération, vous pouvez chercher à implémenter des modèles beaucoup plus complexes et qui vont vraiment chercher à attribuer en fait des vecteurs qui sont porteurs de sens pour chaque mot et qui vont prendre en compte le contexte du mot, de la phrase et du message. Et on peut notamment citer le modèle BERT qui a été développé par Google, qui est sorti l'année dernière. Alors, je ne sais pas si on a entendu parler, c'est vraiment un modèle qui révolutionne l'intelligence artificielle, le NLP en ce moment. Et donc qui apporte aussi de très grandes améliorations de performance en pratique. Donc en fait, je vais rentrer un peu plus dans les détails de ce modèle BERT pour comprendre pourquoi il révolutionne le NLP actuellement. Donc en fait, initialement, lorsque vous entraîniez un modèle de NLP, en fait, vous allez entraîner votre modèle directement à apprendre le langage en fait, et à apprendre également sa tâche spécifique. Donc, par exemple, ici, c'est la détection d'urgence. Donc, votre modèle doit apprendre à comprendre le français et en même temps à comprendre la notion d'urgence. Le problème, c'est qu'en fait, il faut énormément de données pour pouvoir entraîner votre modèle. Et c'est la principale limite, c'est l'accès aux données pour entraîner votre modèle. Par exemple, si vous avez accès qu'à quelques milliers de mails, par exemple, pour entraîner votre modèle, vous ne pourrez pas avoir les performances recherchées. Finalement, en fait, depuis 2-3 ans, il y a des nouveaux modèles qui sont apparus qui sont basés sur ce qu'on appelle le transfer learning. Et BERT se base sur le transfer learning. Donc, en fait, l'objectif ici est de pré-entraîner un modèle de façon générale, en fait, sur un corpus très important, type Wikipédia, pour qu'en fait, il apprenne directement à reconnaître la structure du langage. C'est le seul objectif de cet apprentissage. Il n'y a pas besoin de labelliser votre base de données. C'est ce qu'on appelle un apprentissage non supervisé. Et en fait, le modèle va juste cacher aléatoirement des mots au sein de votre corpus et apprendre à les prédire, et également à prédire une phrase à la suite d'une autre. Et finalement, en fait, via cet apprentissage qui est conséquent, vous avez un modèle pré-entraîné qui comprend toute la structure du langage. Et finalement, en fait, vous pouvez partir de ce modèle pré-entraîné et en fait appliquer donc ce transfer learning en le spécialisant sur la tâche qui vous intéresse. Dès lors, en fait, vous avez par exemple pour cette tâche de détection d'urgence, vous avez besoin d'un corpus de texte beaucoup plus restreint en fait. Donc quelques milliers de mails peuvent permettre d'avoir déjà un modèle de détection d'urgence performant. En fait, ce transfer learning s'appuie sur une architecture qui, sans rentrer dans les détails, qui est révolutionnaire, qui est très importante, c'est l'architecture Transformers. Donc, qui permet d'appliquer ce transfer learning et en fait qui est mise à disposition par la librairie Transformers développée par une startup qui s'appelle Hugging Face.
Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous pouvez directement en fait, utiliser cette librairie Transformers pour charger vos modèles préentraînés. Donc vous n'avez pas besoin de faire ce préentraînement qui est coûteux, et vous pouvez juste en fait, utiliser ce modèle préentraîné pour le spécialiser sur vos tâches. Donc ici, par exemple, la détection d'urgence. Et en fait, la petite blague, entre guillemets, c'est donc le modèle développé par Google s'appelle BERT. Et donc en fait, il y a des chercheurs qui ont développé des modèles, qui ont entraîné ce modèle BERT sur des corpus français, donc pour qu'il soit réutilisé sur des tâches en français. Et ils ont donné à ces modèles des noms type Camembert, Flaubert, pour reprendre le terme BERT. Donc attention, par contre, il y a quand même un coût d'entrée à l'utilisation de ces modèles. C'est des librairies en développement, le code peut changer, la documentation n'est pas forcément à jour, et il y a quand même un coût d'entrée d'un point de vue infrastructure pour pouvoir les implémenter, mais ils sont vraiment révolutionnaires. Maintenant, je vais juste en fait, étendre un peu le cas d'usage également aux appels entrants. Parce qu'en fait, on se basait surtout sur on traitait surtout de textes écrits, de messages entrants, et finalement, en fait, maintenant, les opérateurs cloud, comme AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, livrent des services de speech to text. Le speech to text, c'est la transcription du vocal à l'écrit. Et en fait, ces opérateurs cloud offrent en fait des modèles multilingues. Donc, vous pouvez également faire du speech to text sur des textes en français. Donc, en fait, dans les cas, par exemple, d'appels vocaux, vous pouvez directement appliquer en fait une brique de speech to text et ensuite dérouler la méthodologie qu'on vous a présentée pour pouvoir détecter vos appels urgents finalement. Voilà, donc en synthèse, enfin en conclusion, vous pouvez définir en fait très rapidement un moteur de routage et de détection d'urgence en 3 étapes. Vraiment, la phase fondamentale, c'est vraiment la définition donc, de la notion d'urgence pour pouvoir labelliser correctement votre dataset, vos données. Ensuite, en 4 étapes, vous pouvez créer votre premier modèle de routage. Donc, avec la phase donc il y a la labellisation, le pré-processing, etc., la phase de modélisation. Vous pouvez utiliser la librairie Mélusine comme accélérateur dans le cadre des emails, qui est la librairie qui permet en fait de faire toutes ces étapes directement sur vos emails. Et en fait, grâce à des regex, vous pouvez directement détecter des mots-clés pour avoir un moteur précis mais complet. Et ensuite, dans une 3e phase, optimiser ce moteur de routage grâce aux 3 techniques proposées, que vous pouvez également forcément combiner. Et profiter en fait des dernières avancées en matière de NLP, notamment avec BERT. Alors voilà, si vous voulez, pour aller plus loin, puisqu'on a encore un peu de temps, il est d'un point de vue intégration dans la SI existante, ce qu'on préconise, c'est de passer donc forcément par les standards de développement avec du clean code, des tests, etc. Et surtout de passer par une solution conteneurisée avec orchestrateur, avec une méthodologie DevOps. Comme ça, vous évitez un impact sur le run et vous ne sollicitez pas trop votre SI qui est déjà sursollicité, notamment en période de crise. Voilà, merci d'avoir été présent pour cette présentation et n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, alors attendez, est-ce que pour les... Excusez-moi, pour les questions, pour les micros, comment ça marche ? Mais pour le passer au... moi, je prends un micro filaire et vous donnez un autre micro. Ok, très bien. On peut passer le micro pour les questions ou pas ? Je peux le passer pour les questions, il va marcher celui-là ? Oui, il marche.
optimal ou un minimum utilisable professionnellement, je pense que la temporalité, elle est assez importante. Donc j'aimerais bien avoir un retour d'expérience sur voilà, la structuration de l'équipe, le temps sur lequel c'est étendu vos projets pour avoir un état qui soit mis en production, quoi. Ce serait ça. Donc ce qui se passe, c'est que il y aura d'abord un atelier de cadrage de projet et qui permet justement de définir les objectifs. Donc par exemple ici, dans ce cas-là, on aimerait bien classifier les offres d'emploi. Donc on essaie, donc ça ce sera le but final. Donc à partir de là, on se dit quel genre de données on aura besoin en fait. Donc par exemple, est-ce qu'on va avoir les données de CV, est-ce qu'on va avoir les données qu'il faudra scraper, etc. Donc une fois qu'on aura les données, comme vous dites, il faut passer à la labellisation. Et donc là, il faut justement travailler avec les métiers. Donc les métiers, comme je vous dis, ce sont des opérateurs qui connaissent le contexte. Donc est-ce qu'il faut classer certaines offres dans ces catégories-là ou encore dans d'autres catégories. Et une fois qu'on aura fait ça, en fait ça prend par exemple 1 à 2 semaines. Et la labellisation, comme je vous l'ai dit, ça se fait de façon collaborative et à distance. Donc une fois qu'on a le temps, en fait l'outil il est vraiment facile à utiliser. Donc par exemple moi j'ai déjà fait de la labellisation moi-même tout seul et ça m'a fait à peu près 1 heure pour labelliser 300-400 cas. Donc c'est vraiment, ça dépend de la complexité de la labellisation, mais normalement, pour classifier les textes comme ça, normalement, on voit tout de suite que il faut mettre dans cette catégorie-là, dans d'autres catégories. Donc normalement, ça passe de 1 à 2 semaines. Et de plus, comme vous avez dit, quoi ? Ça dépend aussi dans votre équipe métier, combien vous êtes également. Et là, vous êtes par exemple dans le cadre de ce projet, combien vous êtes ? D'accord. L'idée, c'est de savoir, il faut une dizaine de personnes, 5 personnes. Après, ça dépend toujours aussi de l'application. Est-ce que c'est par exemple, il y a les cas non supervisés, finalement, il n'y a pas de labellisation. Et il y a les cas supervisés où on va définir un label. Supervisé, ça c'est une base de encore assez jeune, si j'ai bien compris. Alors non, alors là c'est pas, là c'est en fait non, la notion en fait est un peu différente. Par exemple là, quel est l'objectif vraiment, par exemple D'accord. En se basant sur les D'accord, mais pour... Ok, c'est bon. Donc l'idée, c'est que mais pour moi, ça serait du supervisé, ça serait du clustering. En fait, c'est pas pour classer les offres d'emploi, mais ce sera plutôt faire des analyses. Donc là, ce sera de non supervisé, donc vous n'êtes pas obligé de passer par la labellisation. Donc on aura d'autres modèles probabilistes en fait qui va faire du topic, ce qu'on appelle le topic modeling par exemple, en fait, qui vont déterminer les thèmes qui sont dominants dans chaque, par exemple, offre d'emploi. Je sais pas, peut-être ça va parler de poste de CDI, data science, donc de l'IA, ou encore vous aurez peut-être un clustering, enfin un thème qui sera autour de, CDI, opérateur téléphonique ou j'en sais rien. Et là, on n'a pas besoin d'entraîner un modèle, ce sera plus vraiment une analyse où on va faire tourner, on va dire, un modèle probabiliste qui va justement faire des comptages des mots en fonction du nombre de documents, etc. et en choisissant le nombre de thèmes à choisir. Donc la clé dans tout ça, c'est les sources de données. Ouais, alors les données c'est le plus important, ouais. C'est toujours la base. Après en termes d'équipe, il faut un data scientist forcément. Pour mettre en production, ce qui est bien, c'est avoir un data engineer aussi. Ce qui est après, par exemple, si vous avez une application, il faudrait plutôt des software engineers pions.
Et en termes de timing, est-ce que vous avez donné un exemple de quelques semaines, donc je pense en un mois, on peut faire une première version, c'est ça? Là, en fait, je suis vraiment désolé, j'ai peut-être mentionné, mais par exemple, la première et la deuxième étape, donc si on veut faire un modèle de classification, bah, en fait, nous, en fait, chez Campmetski, on a développé une librairie open source donc, qui est disponible, enfin vous pouvez aller checker, qui s'appelle Melusine, avec un client partenaire, justement, qui permet justement de passer rapidement ces deux premières étapes-là. Et donc qui permet justement d'accélérer. Et donc là, en l'occurrence, si je vous donne par exemple le nombre de jours nécessaires pour réaliser les 3 premières étapes, ce serait autour de 12 semaines à 3 semaines. D'accord. Donc on peut sortir une première version intéressante, par exemple en un mois. Et là, je suis large en fait, avec les bonnes personnes présentes dans l'équipe. Après, ça dépend toujours si c'est votre produit. Non, c'est votre première produit. version. En fait. Ok, ouais. La version qui puisse être utilisable et donner l'idée du projet que je vous ai décrit par exemple. Ouais, surtout si c'est non supervisé, il n'y a pas la labellisation, donc on gagne directement du temps. Après là, c'est récupérer les données, donc là, il faut se frapper sur Internet, j'imagine. Voilà, donc là, il y a du travail aussi. Pour moi, en un mois, il y a pas vraiment de zéro. Il y a un peu de variété. Je vais poser la question, j'ai entendu que tout ce qui est scrapping, mine de rien, c'est très coûteux. Oui. En termes de CPU ou computationnel. Espace d'édition. Espace disque. Donc, mine de rien, c'est vraiment un véritable investissement pour Oui. Moi, j'ai déjà scrappé des articles de journaux en fait, pour un projet interne. Et c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et moi, après, j'avais un Mac et c'est sûr que si vous voulez vraiment beaucoup plus vite, il faudrait avoir une grosse machine. Et il n'y a pas que ça, en fait, le contrainte, c'est vraiment aussi, il y a des API qui bloquent en fait les scrapping parce qu'on ne peut pas proposer les lignes. Et il faut aussi regarder aussi l'axe de data governance. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup sur les années précédentes, il y a beaucoup de personnes qui scrapaient parce que c'est gratuit. Mais il faut faire attention parce qu'il y a certaines données qu'on n'a pas le droit de scraper et il y a une certaine limite normalement. Donc ça, il faut être en accord avec eux pour pouvoir exploiter ces données. Parce qu'il faut apprendre si jamais il y a le client voit que vous avez des données qu'il ne fallait pas. Là, ça pose un gros problème et vous avez des problèmes avec les régularités. Il y a les offres d'emploi, il y a aussi les fiches métiers, avec des données en fait de types différents. Après, j'ai l'impression justement qu'il y a répond à ce genre de problème. C'est cohérent. Ouais, c'est cohérent parce que ce sont les données textuelles et c'est sûr qu'il y a normalement. Ils sont pas spécialisés sur la technologie, qui permet justement de reconnaître comme technologie, etc. Parce que il y a le contexte et des équipes parce que la data analyst dans la santé c'est pas pareil que la data analyst dans beaucoup parce que c'est pas les connaissances métiers et ce genre de choses c'est considéré comme Tom a démontré que je veux dire t'en fais peut-être à droite la sublection donc en fait l'idée c'est